Cette émission vous est Chaque présentée avec on vidéo rapporte une centaine description. de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un de mes chums qui m'a appelé pour me dire « Denis, il faut que tu viennes en ville, il faut que je te voie. » Non, je descends pas en ville là, on m'a descendu en ville tantôt. Là, il m'a fait comprendre, il se passe de quoi chez ton frère. À ce moment-là, notre vie bascule. C'est comme dans notre cerveau, on change de... Tout change. Vraiment, ça m'a viré à l'envers d'apprendre cette nouvelle-là parce que, mon Dieu, ça se peut pas, je rêve-tu? Le vendredi 3 juin 2005, Robert Blanchette se présente chez son revendeur de drogue, Dominique Derry. Monsieur Blanchette était un travailleur de la construction à ses heures. Il consommait de la cocaïne régulièrement. Avec sa conjointe, c'était leur activité de fin de semaine de se procurer de la cocaïne. Et c'était quelqu'un qui avait quand même une bonne réputation d'un bon vivant. Comme il lui doit déjà une centaine de dollars, Derry refuse catégoriquement de faire une nouvelle avance à Blanchette. Il lui demande de quitter son appartement. Mais Blanchette ne veut rien entendre et se fait harcelant. Ses supplications seront lourdes de conséquences. Robert Blanchette, qui se fait aussi appeler Blanchet, naît le 16 novembre 1966. Bien que respecté à Victoriaville, sa famille connaît néanmoins certains problèmes. Sa mère avait un problème alcoolique, puis Robert, je me rappelle qu'il a dit, à un certain moment donné, elle voulait sortir, là, des petites soirées de madame, là, mais qu'elle partait, elle embarquait dans sa voiture, puis elle se méfiait pas que Robert est « Non, mais je veux pas que tu t'en ailles, j'aimerais ça que tu restes avec moi. » En tout cas, c'est toutes des choses, je pense, qui ont beaucoup marqué Robert. Le problème d'alcoolisme de la mère de Robert prend de trop grandes proportions et l'enfant est placé en famille d'accueil. Pour quelqu'un qui a un parent qui consomme, il y a à peu près la moitié plus de chances qu'il développe un problème de consommation que quelqu'un qui n'aurait pas un parent proche qui a eu un problème de consommation. Donc, il y a vraiment une composante familiale qui est assez présente, qui augmente de beaucoup le risque de développer une dépendance. Puis, outre le côté biologique, il y a aussi tout l'apprentissage d'avoir vu un parent qui consomme, puis comment je fais pour gérer mes émotions. Quand ce que j'ai vu, c'est, si ça va pas bien, je bois, le réflexe aussi, ce qu'on apprend comme enfant, même sans vulnérabilité génétique ou biologique, c'est que c'est une façon acceptable là, de gérer les moments difficiles ou les moments heureux même. C'est à l'école, alors qu'il est jeune adolescent, que Robert rencontre une jeune fille dont il s'éprend. Moi, je l'ai connu à l'école. Je pense que j'étais en secondaire 1. Lui devait être en secondaire 2. On s'est mis à se regarder, puis en tout cas à pas saillir. J'ai été 2 semaines à sortir avec. À ce moment-là, on était toutes jeunes. Vers le milieu des années 80, Robert profite de l'essor économique de Toronto pour s'y dénicher un emploi dans le domaine de la construction. Régulièrement, il visite sa famille au Québec. C'est alors qu'il recommence à fréquenter son amour de jeunesse. La flamme renaît et en 1988, elle le rejoint à Toronto. Deux ans plus tard, ils décident tous deux de revenir à Victoriaville.
En 1992, le couple célèbre la naissance de sa première fillette et en 1995, celle de la deuxième. La conjointe de Robert est comblée. Malgré quelques écarts de conduite, il demeure un père et un homme exemplaires. Robert, il pouvait boire devant sa famille. Là. On fêtait Noël, il prenait... oui, il buvait, là, puis il s'amusait avec toute la famille. Toute la famille même pourrait dire que c'était un clown. C'était un gars qui aimait beaucoup se faire du fun, mais toujours dans la gentillesse, là, quand même. Ça pouvait déborder. Quand c'était l'heure d'aller faire dodo, lui, des fois, il sentait le besoin de continuer. Robert profite souvent des moments où tout le monde dort profondément pour sortir de la maison. C'est ainsi qu'il parvient à dissimuler son alcoolisme à sa famille. C'est pas si rare que ça que des parents qui ont des problèmes de consommation soient des bons parents, s'arrangent pour consommer à des moments qui exposent pas leurs enfants à cette consommation-là ou qui mettent pas la sécurité de leur enfant en péril. Donc, vont réussir à ne pas consommer quand les enfants sont là, vont les faire garder, vont partir sur une fin de semaine de consommation importante ou vont quitter la maison. Robert parvient à conjuguer ses problèmes de consommation d'alcool avec sa vie professionnelle et familiale. Mais après quelques années, sa dépendance commence à fragiliser sa vie de couple. Je pense que ça commençait à être problématique à l'âge de 27-28, là. Puis même que lui s'en rendait compte que c'était trop. Sa présence était un petit peu moins aussi avec nous parce qu'il avait peut-être plus besoin de consommer. La conjointe de Robert ne peut plus endurer son comportement et décide de le quitter. Robert ne se laisse pas abattre par cette rupture. Il rencontre rapidement une autre femme et retourne vivre à Toronto. Il conserve toutefois une bonne relation avec son ex-conjointe et ses filles. Il demeurait en Ontario là, à ce moment-là, mais il descendait 2-3 fois par année. Il passait, il venait me voir. On était tellement restés de bons amis. Là. C'est sûr que moi, je sais qu'il m'aimait encore. Puis même aujourd'hui, je pense qu'il aurait aimé ça que je revienne dans sa vie. Là. Même si Robert n'habite plus la même province, il parvient à garder des liens avec ses deux filles qui lui rendent visite durant leurs vacances. Mon père, c'était un gars vraiment gentil dans la vie de tous les jours. Il aimait vraiment ses enfants, là. C'était vraiment un bon père de famille. Puis, il nous emmenait tout le temps faire des activités, magasiner. Puis, il nous gâtait vraiment parce qu'on nous adorait, là. On était ses petites filles. Puis, il était fier de nous. Malgré sa nouvelle vie, Robert est toujours hanté par ses problèmes d'alcoolisme. Il se résout à s'inscrire dans un centre de désintoxication, mais rechute rapidement à sa sortie. Il est allé chercher de l'aide beaucoup, Robert. Beaucoup, puis même, je pense qu'il a fait quelques thérapies. Puis il avait même reçu des trophées, puis il était très fier, mais il était juste pas capable de tenir le bout, là, de continuer. C'était plus fort que lui, il fallait qu'il manquait quelque chose. En 2004, Robert est victime d'un accident de travail. On lui prescrit alors des antidouleurs à base de morphine. Sous médication pendant plus d'1 mois, Robert parvient à retourner au travail, mais il développe une grave dépendance à ses médicaments. Il participe alors à un programme pour toxicomanes, où il est traité à la méthadone. Souvent, on donne la méthadone pour gérer la diminution vers un sevrage complet. Donc, plutôt que de continuer à consommer, on va donner la méthadone comme traitement de substitution à cette drogue-là et sous supervision médicale. Donc, ça va être prescrit par un médecin. Robert réagit bien à la désintoxication, mais les contraintes liées à l'administration de la méthadone vont rapidement l'exaspérer.
la personne va chez son pharmacien et doit prendre son médicament sous supervision. Et il va revenir 2 ou 3 jours plus tard, reprendre son autre dose et ainsi de suite. Donc, c'est pas qu'on peut partir avec notre méthadone et la prendre comme on veut, c'est vraiment qu'elle est supervisée par le pharmacien, le médecin et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, il y a un côté très médical à ce traitement-là. Malgré la bonne volonté de Robert Blanchette de s'affranchir de sa dépendance à l'alcool et aux médicaments, il va dériver dans le monde de la drogue, où le danger est omniprésent. Après un accident de travail en 2004, Robert Blanchette développe une dépendance aux médicaments qui, cumulée à son problème d'alcoolisme, pourrait se révéler un cocktail désastreux. En février 2005, des problèmes de respiration le forcent finalement à quitter son emploi à Toronto. Il revient s'installer à Victoriaville, où il s'est fait offrir un nouvel emploi dans l'usine de moulure de son beau-frère. Il était un peu déstabilisé parce que là, il revenait dans le coin, on reprenait plus contact avec puisque ça faisait un bout qu'il était parti, qu'on le voyait pas souvent. Blanchette emménage alors chez une cousine. Habituée de fêtes arrosées et consommatrice de cocaïne, elle l'introduit à un nouveau cercle d'amis. Un mois plus tard, vers la fin mars, Robert Blanchette fait la rencontre de Julie. L'attirance entre les deux est indéniable et une semaine plus tard, Robert déménage chez elle. C'est sûr que le fait de côtoyer des gens qui... Je pense pas qu'il faisait exprès, mais en tout cas, il a rencontré une amie qui consommait, qui avait le problème, qui l'a vraiment pas aidé. Moi, je disais peut-être que tu devrais faire attention. Julie initie Blanchette à la cocaïne. L'homme y découvre un substitut aux médicaments qu'on lui prescrivait. Pour assouvir ses nouveaux besoins, Julie le met en contact avec un revendeur connu de la région, Dominique Derry. Le nouveau couple peut dépenser jusqu'à 400 $ en cocaïne en une seule fin de semaine. Mais à la fin du mois de mai, Blanchette, qui s'absente souvent de son travail, perd son emploi. Et le couple ne peut plus s'offrir autant de drogue. La dépendance de Blanchette devient de plus en plus grande et il va jusqu'à demander une avance à Dominique Derry. C'était un individu d'une trentaine d'années qui avait une réputation de vendeur de drogue. Et également, il y avait plusieurs dossiers pendants. Il y avait un dossier, entre autres, pour possession d'explosifs qui devait revenir devant le tribunal. Dominique Derry évolue dans les milieux criminels depuis plusieurs années. Mais derrière le revendeur de drogue à la réputation peu enviable, se cache une personne avec un grand cœur. Né en 1976 à Saint-Raymond-de-Portneuf, au nord de Québec, Dominique grandit sous le regard protecteur de son frère aîné. Mon père est parti, mes parents sont séparés. Puis Dominique était bébé naissant. Moi, je m'en ai tout le temps occupé. T'sais. Je l'ai même changé ses couches, je le gardais quand j'étais jeune. Puis même à l'âge de 16 ans, il a voulu lâcher l'école. Puis c'est moi qui l'ai hébergé. Il est resté avec moi en appartement. Je lui ai trouvé son premier emploi. Je l'ai fait rentrer à l'usine où je travaillais. Puis ainsi de suite. On a tout été bien liés. On s'est tout le temps entraidés mutuellement sans tout le temps supporter un et l'autre au maximum. En 1997, Dominique Derry vend déjà de la drogue lorsqu'il fait la rencontre de Myrlande, une jeune Haïtienne adoptée en 1981 par la famille Pépin. Myrlande, quand elle est arrivée, ça faisait 2 ans qu'on attendait. Alors, on avait décidé d'aller en adoption internationale. Puis, elle est arrivée ici
Elle était toute petite, elle marchait pas encore. Elle avait 18 mois. Myrlande, c'était une fille qui était extrêmement sensible. Puis ce qu'elle laissait pas voir, elle laissait toujours voir qu'elle était forte. Mais je pense que c'est du fait qu'elle était noire. C'est quand même pas évident pour des enfants qui sont noirs de tomber dans toute une communauté de blancs. Elle avait vraiment un système de protection bien fort. Et puis, elle était très enjouée. C'était une fille qui était très sportive là, à l'école. Elle participait à tout ce qui s'organisait à l'école. Elle était très participante. Là. Elle était très joyeuse. Elle aimait la danse, elle aimait la musique. Dominique et Myrlande ont tout pour former un couple harmonieux. Mais leur forte personnalité et leur jeune âge ont tout fait d'avoir raison de leur relation. Il y avait des turbulences dans la maison. Ils s'aimaient beaucoup. Je pense que Dominique, c'était une bonne personne. On le côtoyait, puis il était correct, il était vraiment gentil, poli. Sauf qu'à un moment donné, un comme l'autre avait des caractères un peu bouillants. Puis il y avait des bonnes chicanes ensemble. En 1999, le jeune couple se quitte et se perd de vue. Myrlande rencontre un nouvel homme et 2 ans plus tard donne naissance à la petite Catherine. Quand la petite est arrivée au monde, Myrlande, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour son enfant. À ce moment-là, ça lui a donné du sérieux, ça voulait travailler, elle voulait gagner sa vie. Puis qu'est-ce qu'il y avait de beau là-dedans, c'est que malgré qu'elle vivait seule avec, puis elle vivait... elle n'avait pas des moyens comme des couples ont, c'est qu'elle voulait pas que sa fille elle manque de rien non plus. Elle s'était trouvé un appartement où il y était plusieurs mères monoparentales qui vivaient dans ce bloc-là. Puis il y avait une entraide incroyable entre eux autres. De son côté, Dominique Derry commence à être violent et paranoïaque. Il perd alors son emploi avant d'être emmené à l'hôpital où il est diagnostiqué schizophrène. C'est tout le temps des essais-erreurs, dans le fond. Ils donnent des médicaments, mais ça marche pas, on va t'en redonner d'autres choses. Puis c'est dans ces périodes-là qu'il pouvait être violent. Puis à un moment donné, il y a eu une période violente, que là, il avait même fait des menaces un peu à ma mère. Puis là, c'est là j'ai dit, oups, là, ça marche plus. Tu sais, parce que là, il était rendu il a fait des menaces à ma mère. Puis un coup qui revenait à lui, là, il disait, voyons, je me comprends pas, tu sais, jamais je t'aurais fait ça, man. Les symptômes de Dominique sont finalement contrôlés par la médication. Sans emploi, la vente de drogue devient alors sa principale source de revenus. Il pouvait plus travailler, tout ça, puis qu'il était rendu schizophrène, puis qu'il n'avait pas d'argent, tout ça, puis il vendait de la drogue. Chez eux, il était pas loin d'un bar, tout ça, puis le monde passait à aller chercher de la drogue. Moi et ma mère, on lui disait, arrête ça, tu sais, déjà là, ça l'aide pas à ta maladie, parce que là, tu fais encore plus paranoïer, tu sais. En mai 2005, Dominique et Myrlande reprennent contact. J'étais pas vraiment d'accord, mon mari non plus, à ce qu'ils soient ensemble, parce que on était vraiment inquiètes. Parce qu'évidemment, là, c'était plus le même contexte. Myrlande avait sa petite fille avec elle, et puis ça nous inquiétait vraiment beaucoup parce qu'on savait que Dominique était dans le milieu de la drogue. Alors moi, j'avais dit que j'appuyais pas leur relation. Myrlande se sent pourtant en sécurité lorsqu'elle est chez Dominique avec sa fille Catherine, qui a maintenant 4 ans. Elle entretient l'espoir que leur relation change le tempérament fougueux de Dominique. La manière qu'il parlait d'elle, c'est pas un homme qui va se démontrer beaucoup, tu sais, avec des petits sourires coquins ou... Mais non, tu vois, quelqu'un qui parlait de Myrlande, ça venait du cœur. Dominique annonce même à Myrlande qu'il compte bientôt arrêter de vendre de la drogue pour vivre une vie normale avec elle et sa fille. Il était rendu probablement à un point où c'est qu'il était peut-être tanné. Il avait atteint son but, probablement au niveau de mettre assez d'argent de côté, parce que sur bien-être social, tu peux pas te mettre vraiment 5 piastres de côté par mois. Probablement, c'est ça. Il est arrivé à son but. Puis en plus, avec la blonde qu'il avait,
qu'elle va retourner comme genre, on retombe en amour. Le monde de la drogue est un milieu où le danger peut surprendre à tout moment. Dominique Derry parviendra-t-il à en sortir avant qu'il ne soit trop tard? Au printemps 2005, Dominique Derry, un revendeur de drogue de Victoriaville, projette de mettre ses activités illégales de côté pour vivre une vie plus saine avec sa copine Myrlande et sa fillette de 4 ans, Catherine. Dominique Derry a cependant encore quelques clients, notamment Robert Blanchette, qui lui achète régulièrement de la cocaïne. Vers la fin mai, Blanchette se retrouve sans argent après avoir perdu son emploi. Sa dépendance à la drogue l'amène à contracter une dette auprès de son revendeur, qu'il jure lui rembourser à leur prochaine rencontre. Mais quelques jours plus tard, Blanchette se représente chez Dominique sans la somme d'argent due. Fâché, le revendeur lui fait clairement comprendre qu'il ne veut plus jamais le revoir chez lui. Mais le 3 juin, malgré l'avertissement de Derry, Blanchette va oser se représenter chez lui. Cette journée-là, Blanchette et sa copine Julie soupent chez la mère de celle-ci. Ils reviennent ensuite à leur appartement. Et comme à son habitude, Blanchette a envie de faire la fête. Quand Julie sort un sachet de cocaïne, il est plus que content. Tout dépendamment de comment la cocaïne est consommée, l'espèce de high, donc l'intoxication qui vient avec, peut être dans les quelques minutes jusqu'à une demi-heure qui suivent la consommation. Et les effets peuvent se faire sentir sur plusieurs heures, mais au bout d'une heure et demie, déjà, on commence à ressentir les effets du manque. La nuit est encore jeune et Blanchette voudrait continuer à fêter. Mais le sachet de cocaïne est vide et l'envie d'en consommer davantage se fait grandissante. Il y a une espèce de courbe, en fait. Là, il y a le high avec le point culminant là, qui est le top de la consommation d'intoxication où les gens vraiment sont dans l'euphorie et ainsi de suite. Puis après ça, les effets commencent à diminuer. On commence à, soit si on prend de l'alcool dessoulé ou si c'est de la cocaïne, bien, ressentir là, l'espèce de down qui est assez typique d'une après-consommation où ils se sentent vraiment là, plus affaissés, plus déprimés, plus... Et donc... Quand on consomme en plus de l'alcool, bon, ben, la courbe est un peu plus allongée. Blanchette tente de convaincre Julie d'aller acheter d'autres cocaïnes. Mais elle travaille le lendemain et voudrait se coucher tôt. Exaspérée par les supplications de Blanchette, Julie lui répond de faire ce qui lui plaît. Il prétend alors aller faire un tour de vélo. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend chez Dominique Derry. Au milieu de la nuit, Blanchette sonne à la porte de Dominique. Blanchette lui demande alors pour une seconde fois de lui fournir de la cocaïne en lui promettant de le payer plus tard. Mais Derry refuse. Blanchette insiste et ne quitte pas les lieux. Derry fait alors semblant de céder à ses demandes. C'est pas « je veux consommer », c'est « je dois consommer ». Là. Je dois réduire cet état interne qui est si intolérable, si difficile pour satisfaire ce besoin-là. On est vraiment dans une théorie qui postule que c'est un besoin presque physiologique. Il disparaît dans la cuisine. Avant de revenir, une main cachée dans le dos.
La version qu'on a souvent entendue au tribunal ou par la police à l'époque, c'était que monsieur l'avait enfoncé un couteau sous la gorge, mais un gros couteau de cuisine, un truc comme une trentaine de centimètres de long ou quelque chose du genre. Fait que probablement un et l'autre ont pris panique et le couteau s'est viré contre Dominique Derry. Blanchette parvient à enlever le couteau des mains de Derry. Il tente alors de lui trancher la gorge, mais il ne fait que l'effleurer et le combat continue. Quelques secondes plus tard, Blanchette poignarde Derry au niveau du thorax. Cette fois, le coup est fatal. Le cœur et les poumons sont perforés. Debout à côté de sa victime, Blanchette relève la tête et entrevoit alors Mirlande. Effrayée, la jeune femme se réfugie rapidement dans sa chambre. Mais Blanchette, couteau à la main, la rejoint. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête, mais ça laisse supposer en tout cas une rage tellement grande qu'il n'y a pas de capacité de se contrôler, s'inhiber, de revenir à la raison. Mirlande hurle et sa fille apparaît sur le seuil de la porte. Apeurée, la petite retourne aussitôt dans sa chambre. Cachée, Catherine entend sa mère se débattre. Blanchette la poignarde à plusieurs reprises. Le dernier coup de couteau sectionne une artère coronaire et elle perd beaucoup de sang. Le deuxième crime est d'une violence presque plus grande que le premier. Hein? Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est que la colère continue à monter, puis gonfler, puis qu'il n'arrivait pas à contrôler, mais c'est quand même difficile à comprendre. Blanchette ne tient pas compte de la présence de la petite Catherine dans l'appartement et se dirige dans la cuisine à la recherche de drogue. Comme il n'en trouve pas, il ouvre le portefeuille de Derry et prend l'argent qu'il contient avant de quitter les lieux. Mirlande sort alors de sa chambre et s'effondre sur le sol. Blanchette laisse les deux cadavres derrière lui et se rend directement chez sa cousine qui habite à 500 mètres des lieux du crime. Il lui explique ce qu'il vient de faire et l'oblige à garder le silence. Il lui demande aussi de lui prêter des vêtements propres. Vers 2 heures du matin, Blanchette revient chez lui. Son agitation éveille Julie, mais elle feint de dormir. Il appelle alors sa cousine pour lui rappeler de ne pas parler et lui fait part de son plan, aller nettoyer ses traces. Il prend d'abord une douche avant d'enfiler ses propres vêtements. Robert Blanchette se prépare à retourner sur la scène du crime, où se trouve encore la petite Catherine, l'unique témoin du double meurtre. Le 3 juin 2005, Robert Blanchette, en manque de cocaïne, tente de convaincre son revendeur Dominique Derry de lui donner de la drogue en lui promettant de le payer plus tard. Derry refuse. Une bataille s'ensuit, au cours de laquelle Blanchette poignarde Derry et sa copine, Mirlande, avant de s'enfuir avec l'argent qu'il a volé. Peu de temps après,
il décide de retourner sur les lieux afin d'effacer les traces de son crime. Mais l'appel de la drogue est trop fort. Il a pris un taxi pour se rendre quelque part d'autre en ville, chez un autre vendeur de drogue, pour se procurer de la cocaïne. Le chauffeur de taxi a été payé avec un billet de 20 $ ensanglanté. Blanchette retourne ensuite chez sa cousine et consomme avec elle la cocaïne qu'il vient d'acheter. Les gestes qu'il vient de commettre le tourmentent. Il prend un couteau et le dirige contre lui. Mais il est arrêté à temps par sa cousine. Blanchette revient chez lui à 6h30 du matin, complètement intoxiquée. Julie est déjà debout et s'étonne de le voir dans un tel état. Sa coupure à la main et ses égratignures aux jambes l'inquiètent. Blanchette lui raconte qu'il a eu un accrochage avec un chauffeur de taxi et refuse l'offre de Julie de se rendre à l'hôpital. Pour changer d'apparence, Blanchette se rase les cheveux. Puis, il donne 20 $ à Julie en lui demandant d'aller lui acheter du matériel de premiers soins à la pharmacie. Julie remarque que le billet est taché de sang et découvre une liasse de billets également tachée. Elle est convaincue qu'il a été impliqué dans une affaire grave. À 10h30, un client de Dominique Derry découvre la scène du crime. Il y a quelqu'un qui voulait aller, parce que comme c'était un point de vente de drogue, qui voulait aller s'acheter sa dose quotidienne, je ne sais trop, s'est pointé à cet endroit-là et a trouvé les 2 corps à l'intérieur de l'appartement. Ils ont communiqué avec les policiers. Le premier agent dépêché sur les lieux pénètre dans l'appartement. Il s'approche des corps de Myrlande et de Dominique pour prendre leur pouls et découvre la petite fille assise dans le salon. Le policier sort rapidement la petite de l'appartement et la confie aux ambulanciers. Les policiers ont passé la journée complète à partir de 11h le matin jusqu'à 4h dans la nuit. Ils ont passé presque 18 heures sur place à recueillir des indices. On a même fouillé des regards d'égout. On a fouillé, il y avait une voiture à côté qu'on a observé des empreintes digitales. On a tout fait. Il y avait même des traces qu'on a voulu vérifier sur le perron de la maison, etc. Blanchette est complètement dépassée par les événements. Lorsque Julie revient de la pharmacie, elle le retrouve en train de consommer. S'il a pris conscience de ce qu'il a fait, si c'est quelqu'un qui est capable d'empathie, il est capable de remords aussi, probablement que une des façons de gérer les émotions très intenses, c'est de consommer. Hein. C'est le propre de la consommation aussi. C'est un élément très, très fort, un déclencheur de consommation important. C'est les moments de grande joie ou les grands moments de grande honte ou culpabilité. Donc, c'est une façon de passer à travers les mauvais moments aussi. Donc, on peut penser qu'il a consommé parce que les remords étaient présents, parce qu'il savait qu'il était dans le trouble. La nouvelle du double meurtre est rapidement diffusée dans les médias. Blanchette devient de plus en plus nerveux.
et contacte sa cousine à plusieurs reprises pour s'assurer qu'elle ne l'incrimine pas. Les proches de Dominique Derry et Myrlande Pépin ne peuvent contenir leur tristesse lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Quand j'ai eu cette nouvelle-là, on dirait qu'on a en dedans nous autres quelque chose qui nous donne un surplus, pas d'énergie, mais une certaine protection qui nous permet de continuer à fonctionner ou à réussir à communiquer ou à parler aux gens. Sinon, on ne pourrait pas parler, on s'écroulerait. Les parents de Myrlande se rendent aussitôt à l'hôpital pour voir Catherine et s'assurer qu'elle est saine et sauve. Quand j'ai pas vu la petite, j'ai pas cru ce qu'il m'avait dit. C'est quand on est arrivé à l'hôpital et on a vu la petite, c'est elle qui nous a dit « Maman est morte ». Pendant ce temps, l'enquête des policiers progresse. Ils sont déjà sur la piste d'un premier suspect. Et au départ, ils pensaient que c'était l'ex à Myrlande, parce qu'il avait fait des menaces. Puis il était en avant de chez Dominique les jours précédents. Puis qu'il surveillait la maison parce que Myrlande était... Et il savait que Myrlande retournerait rester là. Il a surveillé, il surveillait ses faits et gestes, puis avec qui il était. Tout ça. Fait que les policiers ont soupçonné lui. Les enquêteurs décuplent leurs efforts afin de retrouver cet homme. Et ils parviennent à le localiser en un temps record. On trouve un corps à 11 h. À 15 h, on aurait peut-être un suspect potentiel. Et en plus, on le trouve sur une piste cyclable. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va leur compte. En tout cas, le gars il a été amené au poste de police, etc. Il a été interrogé pendant de longues heures pour s'apercevoir qu'il n'y avait rien à voir avec le crime qui était survenu. La piste des enquêteurs s'évanouit sans leur donner de nouvelles informations sur le double homicide. Le meurtrier est jugé extrêmement dangereux. Parviendront-ils à retracer Robert Blanchette avant qu'il ne commette d'autres crimes? Le samedi 4 juin 2005, à Victoriaville, des enquêteurs découvrent Catherine, une fillette de 4 ans, entre les corps de sa mère, Myrlande Pépin, et du copain de celle-ci, Dominique Derry, tous les deux tués par Robert Blanchette. Le 5 juin, le comportement étrange de Blanchette et les nouvelles des journaux éveillent les soupçons de sa copine Julie. Elle communique alors avec les autorités pour leur faire part des agissements de son copain durant la fin de semaine. Le témoignage de Julie mène les enquêteurs chez la cousine de Blanchette. Et le lundi suivant, il se présente chez elle avec un mandat de perquisition. Interrogée, la cousine indique le lieu où elle a caché le couteau laissé chez elle par Blanchette. Une analyse confirme que le sang retrouvé sur le couteau appartient à Dominique Derry et Myrlande Pépin. Sans perdre de temps, les enquêteurs dépêchent une équipe pour procéder à l'arrestation de Blanchette. La police fait irruption dans l'appartement de Blanchette alors qu'il dort. Surpris, il se lève en sursaut et empoigne un couteau qui est sur sa table de chevet. Blanchette est sommée de laisser tomber son arme. Contre toute attente, il décide de retourner le couteau contre lui. Mais il est aussitôt neutralisé par un pistolet électrique. Blanchette est transportée à l'hôpital pour soigner les blessures qu'il s'est infligées. Quand il a comparu en après-midi, le lundi après-midi à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, il était intubé à ce moment-là avec greffière, procureur de la Couronne et le procureur de la Défense. Le 16 mars 2006,
9 mois après les meurtres de Dominique Derry et Myrlande Pépin, l'enquête préliminaire de Robert Blanchette s'ouvre au palais de justice de Victoriaville. Plusieurs témoins sont entendus, mais Blanchette, lui, ne témoigne pas. Le 3 mai, Blanchette plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. La version officielle retenue par la Cour choque plusieurs proches des victimes. La version de M. Blanchette, c'était que Dominique l'avait attaqué avec un couteau, qui avait enlevé, il l'avait pogné à la gorge, qui avait enlevé le couteau à Dominique, puis que là, il l'avait piqué, quelque chose de même. Puis l'enquêteur était dans le coin. Puis moi, j'ai regardé l'enquêteur, j'ai dit... Là, je disais, voyons donc, si Dominique aurait pris le couteau, il dit, ses empreintes digitales seraient dessus. J'ai regardé l'enquêteur, puis j'ai demandé, les empreintes digitales, t'es-tu sur le couteau? Les empreintes de Dominique, t'es-tu sur le couteau? Et moi, juste fait signe qu'il ne pouvait plus parler. Son travail était fait, puis il n'avait plus le droit de parler, là. La version donnée par Blanchette serait différente que celle imaginée par les proches suite à des discussions avec les policiers. La première chose, il me disait, regarde, inquiète-toi pas, Dominique, il n'a pas souffert, il n'a eu rien, il a eu le temps de rien voir. Il a eu un coup de couteau, puis probablement, il l'aurait attaqué par en arrière parce qu'il était assis à la table d'entrée, il était en train de faire quelque chose à la table, puis que le meurtrier était passé en arrière, puis il dit, il y a eu au premier coup de couteau, il était vraiment mortel. Là, je lui demandais, pourquoi vous dites... Le premier, il dit, regarde, il y avait des bas blancs dans les pieds, puis dessous de ses bas, il est encore blanc. Fait qu'il a même pas fait un pas dans une goutte de sang. Le 8 février 2007, Robert Blanchette écope d'une peine d'emprisonnement de 15 ans, sans possibilité de libération avant 7 ans. C'est surtout ma mère qui nous a le plus aidés parce que elle nous disait tout le temps « Ton père, c'est un bon gars », puis elle nous a jamais interdit de le voir. Je pense que mon père il nous a donné une leçon de vie en même temps parce que, parce que on sait on sait les conséquences que ça peut faire. Puis on veut jamais devenir accro à une drogue, puis jamais on va toucher à ça puisque mon père, on a la preuve qu'est-ce que ça peut faire. Quand les jeunes sont dedans, ils s'imaginent pas qu'il peut arriver des choses comme ça. Je suis certaine que notre fille n'a jamais pensé que ça pouvait arriver. Si on pouvait en convaincre seulement un de ne pas aller jouer dans ce milieu-là, là, ça serait déjà ça de prix. Les membres de la famille Pépin auront malgré tout réussi à traverser cet horrible drame. Le fait que la petite, la fille de Myrlande, survive à ça, ça a été vraiment un soulagement pour nous autres. Ça a été plus facile d'accepter le départ de Myrlande, malgré que ça nous a pris beaucoup de temps avant de réussir à l'accepter, mais ça nous a aidé à l'accepter. Elle avait seulement 4 ans, puis elle le disait, « Moi, je veux que la vie continue. » Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait du mieux qu'on pouvait. Notre peine, on lui cachait. Et puis, on a quand même réussi à faire une petite fille qui vit normalement, qui est pleine d'espoir dans la vie, qui a beaucoup de projets, elle aussi. Elle a le côté de sa mère d'avoir des projets plein la tête tout le temps. Robert Blanchette était un homme bon, qui aimait la vie et avoir du plaisir. Il a tenté de son mieux de s'affranchir de ses dépendances, mais s'est rapidement fait prendre dans un engrenage. En perte de contrôle, sa décision de prendre de la cocaïne aura mené ce père de famille au pire. Un choix qu'il aurait pu éviter. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?